Cette conférence est organisée dans le cadre des Journées portes ouvertes virtuelles de l'Université de Lille, édition 2021. Je suis accompagnée de Juliette Verdière, maîtresse de conférences en sociologie au sein de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires. Après une présentation introductive, nous laisserons place à un temps d'échange pour lequel vous pouvez dès maintenant poser vos questions directement depuis l'application. Je laisse donc sans plus attendre la parole à Juliette Verdière pour la présentation de la licence de sociologie. Bien, merci. Donc, bonjour à tous. Pour commencer, pour vous présenter la formation de sociologie à l'Université de Lille, je vais vous montrer un petit schéma qui reprend les différents parcours de la licence de sociologie qui en fait se déroule à la fois sur le site Cité Scientifique et le site Pont de Bois. Cette licence, donc, elle propose différents parcours. Un parcours qui s'appelle sociologie, ethnologie et politique sociale, qui est commun en première année, puis qui va se diviser à partir de la deuxième année entre des options qui vont porter plutôt sur sociologie, ethnologie et des options qui vont porter plutôt sur sociologie et politique sociale. Ça se passe sur le site Cité Scientifique. On a également une possibilité de suivre cette formation en suivant l'option journalisme de l'ESJ. On a également un parcours qui s'intitule Double diplôme, qui est à la fois un parcours qui est commun à la licence de sociologie, parcours donc SPSS, et puis la licence d'économie-gestion. Et donc là, on a vraiment une double licence qui est beaucoup plus lourde, j'y reviendrai peut-être, en temps de formation et qui est un parcours sélectif. Et puis, on a deux parcours, sociologie-histoire, donc qui est commun à la fois à la formation de sociologie et la formation d'histoire, qui se déroule sur Pont de Bois, et un parcours sociologie quantitative qui, comme son nom l'indique, va être plus axé sur les méthodologies quantitatives, l'informatique, la modélisation, et qui se déroule également sur le parcours de Pont de Bois. Donc ça, c'est l'ensemble de l'offre de formation pour la licence. Et puis les étudiants dotés d'une licence de sociologie peuvent continuer sur notre université dans différents masters. Donc il y a les masters intervention développement social qui portent plus sur les questions d'organismes sociaux et des projets de développement sociaux et territoriaux, et puis un master sociologique qui se divise lui-même en différentes spécialités. Plutôt les parcours statistiques numériques, c'est le parcours ENSP, les métiers de l'expertise et du travail et des associations, les questions de ville et de questions sociales, un master plutôt porté sur l'urbanisme et la problématisation sociale, et un master organisation du travail, diagnostic ressources humaines, qui est donc plus porté sur la question de la sociologie du travail, des organisations et des ressources humaines. Alors, pourquoi faire de la sociologie quand on arrive à l'université, qu'on vient donc du lycée? Qu'est-ce qui peut principalement nous pousser vers ce type d'études? La sociologie, c'est comprendre le fonctionnement de la société en tant qu'elle est effectivement formée de différents individus qui interagissent, qui agissent les uns sur les autres. On peut se demander pourquoi effectivement dans la société on agit d'une certaine façon, mais aussi pourquoi on n'agit pas toujours de la même façon, et quelles peuvent être la conséquence sur le fonctionnement en général de la société, et puis aussi sur les individus qui la constituent. La sociologie, c'est une discipline qui est à la fois qui a un aspect littéraire, parce qu'on s'appuie beaucoup sur les écrits des sociologues qui nous ont devancés, que l'on va reprendre, et puis dont on va faire avancer également les recherches. Mais c'est aussi une discipline scientifique qui propose une méthodologie pour réfléchir sur la sociologie, et une méthodologie notamment pour collecter des données qui vont nous permettre de porter la preuve des théories sociales. Donc c'est une discipline qui a un aspect théorique, et en licence, comme c'est une licence généraliste, on revient bien sûr sur les aspects théoriques de la discipline sociologique.
Et c'est une discipline aussi qui a des côtés très pratiques, puisque l'idée, c'est bien d'aller voir dans le monde social, d'aller rechercher des indices, des éléments de preuve pour effectivement comprendre ce monde social, par notamment l'enquête en sciences sociales, avec tout un ensemble de méthodologies qualitatives ou quantitatives pour le faire. C'est une discipline aussi qui est très liée aux grands enjeux contemporains, puisqu'elle porte vraiment un regard sur la société d'aujourd'hui, au moment où les événements se déroulent, et qui essaye, encore une fois, de les analyser en essayant d'avoir une posture réflexive, d'avoir une posture aussi, ce qu'on va appeler de neutralité, c'est-à-dire de ne pas porter un jugement, mais bien d'essayer de comprendre pourquoi les individus agissent comme ils agissent. Alors, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir bien suivre de façon la plus adéquate les licences de sociologie? Il faut donc aimer lire, parce qu'on s'appuie beaucoup sur des textes qui ont été écrits par les sociologues avant nous, mais aussi des sociologues bien sûr contemporains. Il faut aussi aimer écrire, puisque l'argumentation passe avant tout par des écrits. Et donc pouvoir effectivement rédiger sans avoir trop de difficultés justement pour développer ses idées. Il faut aimer se poser des questions, voilà, ne pas prendre pour acquis ce que l'on voit, se demander si ce qu'on voit, eh bien, c'est normal que ça fonctionne de telle ou telle façon, et puis aimer débattre, échanger des avis, puisque l'idée c'est que justement dans la société, tout le monde n'a pas la même interprétation, la même compréhension des enjeux sociaux, des positions sociales. Donc il faut bien sûr s'intéresser à l'actualité et au monde qui nous entoure, parce que notamment ça permet de passer de l'aspect théorique à l'aspect concret, montrer comment on peut illustrer les théories qu'on apprend avec des exemples précis. C'est une discipline aussi qui demande d'être prêt à manier les statistiques, puisque une partie des éléments de preuve et d'indices qu'on utilise, ça va être notamment des données statistiques qu'il faut pouvoir savoir traiter, qu'il faut pouvoir savoir aussi savoir comprendre comment elles ont été construites. Même si voilà, on n'a pas besoin obligatoirement d'un fort niveau de maths pour arriver en sociologie, mais il ne faut pas avoir de blocage complet par rapport à l'utilisation des chiffres. Puis de façon générale, il faut être curieux de la vie des gens, puisque ça demande l'enquête en sociologie d'aller sur le terrain, de rencontrer les personnes à travers des entretiens, de l'observation, des questionnaires, et essayer de faire parler d'une certaine façon ces personnes, d'avoir leur point de vue et de ne pas penser à leur place. Alors, en ce qui concerne les enseignements plus précisément, les enseignements donc, sont menés par des enseignants qui sont aussi des enseignants-chercheurs. Hein, c'est la spécificité de l'université, d'avoir des personnes qui à la fois font des recherches et peuvent en parler directement en cours. Et puis, c'est un enseignement, encore une fois, où on travaille aussi très rapidement à mettre en place des enquêtes et donc à travailler le côté vraiment pratique de la recherche. L'orientation, elle va se faire dans chaque parcours aussi progressivement. On va partir plutôt des aspects généraux de la discipline sociologique. Et puis, alors c'est notamment le cas pour les parcours de la licence politique sociale et ethnologie, où on va avoir un an pour se décider entre les deux parcours, mais à chaque fois, effectivement, on va avoir une spécialisation progressive sur les thématiques de la sociologie, puisque la sociologie, elle peut être générale, mais on peut faire de la sociologie du travail, de la sociologie de l'éducation, de la sociologie de la famille, de la sociologie de la déviance, la sociologie des religions, etc. Chaque domaine de la vie sociale est finalement un support d'une spécialité sociologique. Alors, on essaye également de faciliter les stages à partir de la L3 notamment. Ils deviennent obligatoires en master. Et puis, alors pour les étudiants qui, je reviendrai peut-être après, qui se rendraient compte que finalement, ils ont fait une erreur d'orientation, etc. Comme dans la plupart des formations d'université, il y a des possibilités aussi pour se réorienter, notamment à la fin du premier semestre en licence de sociologie.
Concrètement, sur l'organisation des études, en sociologie, on est sur des promotions dans les différents parcours qui restent relativement limités. On est sur des promotions qui peuvent aller entre une petite centaine d'étudiants pour le parcours sociologie quantitative, plutôt autour de 300, 250-300 pour les autres parcours. Il y a une partie des enseignements qui sont faits dans ce qu'on appelle les cours magistraux, dans les amphis, où on est effectivement nombreux. Mais en première année notamment, il y a quasiment la moitié des enseignements qui sont faits aussi dans ce qu'on appelle DTD, des travaux dirigés. Et donc où là on est en petits groupes et ces petits groupes restent les mêmes pendant tout le semestre, ce qui est très important pour permettre de créer des liens plus facilement, de développer une sociabilité aussi étudiante et donc de ne pas se retrouver perdu dans l'université, puisque l'aspect anomique c'est souvent ce qui fait peur aux étudiants. Je dirais qu'on reste vraiment dans nos formations quelque chose qui est vraiment encore limité. Beaucoup de travail continu aussi pour l'évaluation. On a à peu près la moitié des notes qui sont en contrôle continu. Les étudiants en général peuvent avoir cours 5 jours par semaine. Parfois, selon les emplois du temps, ça peut être 4, mais dans ce cas-là, on a un peu plus bien sûr d'heures de cours les autres jours. Voilà, de 8h à 18h, les cours peuvent se dérouler dans cet intervalle de temps-là. Et puis, il y a bien sûr également du travail personnel à fournir en termes notamment de lecture, de préparation des exercices qui vont être demandés en travaux dirigés. Comme partout ailleurs, c'est le travail régulier qui est vraiment l'assurance aussi de ne pas se sentir perdu et de pouvoir rester accroché à la formation. Alors, il y a des dispositifs d'aide aux étudiants, notamment il y a déjà une semaine, voire 15 jours de pré-rentrée, où vraiment il y a différents types d'enseignements préparatoires qui sont là pour que les ex-lycéens et nouveaux étudiants s'habituent au fonctionnement de l'université, fassent connaissance les uns avec les autres, comprennent les différents services qui peuvent leur être utiles dans leur vie d'étudiant. On a également un dispositif spécifique, le dispositif WISFI, une sorte de parcours aménagé pour les étudiants qui peuvent être les plus fragiles, et notamment ça peut être des étudiants qui viennent de baccalauréat technologique ou professionnel, qui on peut proposer, s'ils veulent venir dans nos formations, de suivre effectivement ces enseignements qui vont être un peu plus consolidés. Bien sûr, comme partout, on a, et c'est très important cette année, des outils de partage numérique, plateforme Moodle, où les enseignants donnent des informations sur leurs enseignements, partagent des documents d'aide, de support de cours. Des réunions qu'on appelle les commissions pédagogiques paritaires qui permettent de rassembler les étudiants et les enseignants à chaque semestre pour discuter des problèmes ou de ce qui va bien aussi dans la formation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, des possibilités de réorientation. Alors la question qui est souvent posée, c'est oui, mais donc à quoi ça sert de faire des études de sociologie ? Pourquoi faire ? Parce que visiblement les sociologues, c'est surtout des grands sociologues plutôt universitaires. Effectivement, hors de l'université et des instituts de recherche, il n'y a pas vraiment de métier qui prend le terme de sociologue, comme on pourrait parler d'un psychologue du travail. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de métiers qui sont pour les personnes qui ont fait des études de sociologie. C'est pour ça qu'on parle de sociologue incognito. Les termes vont être beaucoup plus généraux dans les postes qui sont pris par le sociologue, mais c'est toujours des postes où on a besoin à la fois de faire le point sur le fonctionnement d'un aspect de la vie sociale. Peut-être qu'on a besoin aussi d'outils d'enquête pour mieux comprendre comment ça fonctionne, réfléchir à comment on peut améliorer les choses, comment on peut les orienter différemment. Et donc, c'est souvent des métiers qui sont fortement aussi en appui des politiques publiques. Et donc, le cœur principal, c'est vraiment l'enquête pour le sociologue, qu'il la fasse lui-même ou qu'il dirige une équipe qui va monter une enquête ou qu'il utilise des données d'enquête en seconde main, des statistiques qui sont produites par à la fois les administrations ou par les grands centres producteurs de statistiques. Alors,
justement un petit point sur quelles peuvent être ces dénominations de métiers. Vous voyez, ça peut être chargé d'études, chargé de mission. On parle aussi de chargé de projet, de gestionnaire de projet, d'analyste. Parfois, c'est simplement de cadre, notamment aussi dans le monde du travail, dans les entreprises, tout ce qui est le pôle ressources humaines. Vous avez aussi des débouchés vers l'enseignement, que ce soit l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée, ou alors une réorientation vers les masters MEF pour devenir professeur des écoles ou conseiller principal d'éducation. Alors principalement, il y a beaucoup de ces postes qui sont, comme ils sont en appui des politiques publiques, qui vont être plutôt dans le secteur public ou parapublic, les collectivités territoriales, les grandes administrations, des grandes associations, mais il y a aussi des postes qui se situent en entreprise. Et donc les secteurs sont très très variables selon, encore une fois, la spécialisation dans laquelle on a abouti. Est-ce qu'on va plutôt travailler sur les questions de santé, d'intervention sociale, de développement économique, de questions urbaines, etc. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a appris à partir d'une licence de sociologie qui nous permet aussi d'avoir simplement parfois un bac+3 nécessaire pour passer certains concours. J'y reviens, c'est les capacités bien sûr d'enquête, avec des outils qualitatifs et quantitatifs et surtout une procédure rigoureuse pour la mener. Des capacités d'analyse et de synthèse, puisque beaucoup de travaux vont être justement souvent des travaux de synthèse ou de questionnement où on va devoir mettre en place, encore une fois, faire un dossier, faire une petite recherche, etc. Des capacités de rédaction et puis bien sûr des capacités d'expertise du monde social, des différentes institutions, de leurs différents enjeux, de leur mode de fonctionnement, etc. Voilà, et je vous ai mis quelques lectures qui peuvent donner des exemples de travaux sociologiques qui sont souvent, qui intéressent beaucoup les étudiants de première année et sur lesquels on peut travailler. Merci beaucoup pour cette présentation, Juliette Verdière. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la conférence consacrée à la licence de sociologie. Nous sommes en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat directement depuis l'application. Nous y répondrons bien sûr avec plaisir. Je vois que quelques questions sont déjà arrivées. Mais avant, je souhaiterais poser quelques questions que nous avions reçues de la part de Valentine, qui est élève en terminale, et qui nous demandait si je n'arrive pas à suivre ou que je ne réussis pas mes examens, est-ce que je pourrais être accompagnée? Alors on a parlé tout à l'heure du parcours aménagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de ce parcours? Alors le parcours aménagé, c'est l'idée effectivement de travailler plus en petits groupes avec certains étudiants qui sont plus fragiles et qui donc actuellement par exemple, ne suivent pas les cours magistraux avec l'ensemble des étudiants, mais les suivent en petits groupes pour avoir un rapport plus direct avec l'enseignant et pouvoir plus facilement poser des questions, parce que ça peut être parfois un peu intimidant, même si on essaye de réassurer régulièrement les étudiants en leur disant voilà, vous pouvez poser des questions, etc. Et donc ils vont leur permettre effectivement d'avoir un suivi un peu plus important. En dehors de ce parcours aménagé, je pense que toute l'organisation, avec l'importance des cours en travaux dirigés, c'est justement aussi pour permettre d'une part de faire des évaluations à mi-parcours et que les étudiants se rendre compte de est-ce qu'ils ont compris les exigences, parce que c'est ça qui est le plus compliqué souvent en première année, c'est de comprendre ce qu'on attend de nous. Notamment en sociologie, il y a des choses à savoir, mais c'est surtout l'utilisation de ces choses à savoir sur lesquelles on va être évalué. Les utiliser dans l'argumentation, il ne s'agit pas de savoir simplement son cours par cœur et de pouvoir le restituer, mais c'est vraiment de l'utiliser à bon escient. Et donc dans les travaux dirigés, l'idée c'est aussi d'avoir un lien plus fort avec les responsables de ce qu'on appelle de TD pour pouvoir aussi directement poser des questions. Et puis je dirais qu'on a la chance d'avoir comme responsable d'études des enseignants qui sont souvent très engagés. Il y a des permanences chaque semaine et c'est très très important, c'est dès qu'on a des difficultés, soit qui peuvent être aussi liées à des problèmes de santé ou parce qu'on travaille à côté ou vraiment parce qu'on se sent perdu, c'est d'aller voir les responsables d'année et d'exprimer ces difficultés. Parce qu'effectivement, on ne peut pas deviner comme ça qui a des problèmes et qui ne les a pas, mais par contre, on a vraiment une écoute très très forte et du coup des moyens de réorienter effectivement les étudiants quand ils rencontrent des difficultés.
Très bien, merci. J'en profite pour ajouter que, à l'échelle de l'université aussi, il y a de nombreux services d'accompagnement et d'aide aux étudiants qui pourraient se trouver dans des situations difficiles. Une autre question sur le chat qui concerne les stages. Alors peut-être de manière générale, y a-t-il des stages prévus dans la formation de licence? Et si oui, avez-vous des partenariats avec des entreprises ou des collectivités pour y réaliser ces stages? Alors, en licence, il y a la possibilité de faire des stages. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau parce qu'il y avait une demande forte des étudiants parfois d'en faire, pas tous, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Pour le coup, là, on n'a pas des types de propositions qui peuvent être faites directement. C'est plutôt souvent des étudiants qui veulent travailler sur un domaine ou un autre et qui ont la possibilité de faire un stage de 15 jours, de faire un stage d'1 mois. Donc, on a la possibilité de faire des conventions de stage dans ce cas-là. Et les stages plus longs sont vraiment un master. Et dans ces cas-là, les responsables de master ont effectivement un réseau qui leur permet de recevoir des offres de stage et de les proposer à leurs étudiants. Après, le côté quand même enquête collective aussi tout au long du cursus fait qu'il y a quand même cette mise en pratique. Mais effectivement, qui n'est pas forcément une mise en pratique dans une structure d'accueil autre que l'université. Très bien, merci. Nous avons beaucoup de questions qui nous arrivent sur le chat. Une question précise qui concerne le parcours avec l'option journalisme. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails sur ce parcours ? Alors ce parcours, donc pour les étudiants qui suivent le parcours journalisme, il y a une journée qui est dédiée à des enseignements qui sont en école de journalisme, dont vous trouverez effectivement les précisions sur les plaquettes. Je ne vais pas les donner là parce que je ne les ai pas directement précisément en tête et que ça dépend des semestres. Et donc là, actuellement, chaque vendredi, les étudiants de ce parcours-ci ne suivent pas certains enseignements. Donc une partie de nos enseignements à nous, hein, pour autour de 9 à 6 crédits par semestre, et les valident au sein de l'école de journalisme. Alors ce parcours, il est payant pour l'aspect journalisme. Ça n'est pas l'université, la formation de sociaux au même tarif, je veux dire, qu'une licence de base. Donc c'est relativement accessible. Par contre, il y a effectivement ce parcours. L'école de journalisme, elle, est payante. Merci. Pourrais-je suivre une licence de sociologie pour devenir ensuite éducatrice spécialisée ? Alors, vous ne pourrez pas devenir directement éducatrice spécialisée avec une licence de sociologie ou alors faisant fonction, j'imagine, en trouvant, faisant des remplacements. Il faut passer le concours pour être éducateur spécialisé, hein, et suivre la formation. Par contre, on a beaucoup d'étudiants qui viennent, par exemple, en première année, en attendant de passer le concours. C'est pas du tout idiot, je vais dire, comme idée, parce qu'effectivement, ils vont travailler sur le monde contemporain, sur les enjeux sociaux, ils vont travailler la rédaction, des choses qui vont leur être demandées dans le concours. On ne prépare pas à ce concours, mais par contre, ce que l'on fait peut préparer quand même beaucoup, à la fois au concours et aux études. Et dans les études d'éducateurs spécialisés, ils retrouveront de toute façon de la sociologie. On a une question sur les différences qu'il existe entre les parcours de sociologie. J'en profite pour vous dire que toutes les informations précises et le programme détaillé des cours se trouvent sur les plaquettes. Et pour la sociologie, il existe donc trois plaquettes différentes. Donc n'hésitez pas à les consulter pour trouver le détail des cours, des objectifs, du programme, etc. Mais peut-être que vous pouvez, en quelques mots, nous dire en quoi consistent ces différences entre la sociologie quantitative, histoire, politique sociale, etc. Alors, en sociologie quantitative, vous verrez sur les plaquettes, effectivement, c'est que dès la première année et dès le premier semestre, il va y avoir beaucoup plus d'enseignements quanti, mais aussi il va y avoir ensuite de l'enseignement d'informatique, de modélisation. Donc, il y a vraiment, pour ce parcours-là, la nécessité encore plus d'aimer ce côté mathématique et informatique. Et ça permet vraiment d'allier à la fois ce goût
pour ces disciplines, et puis le goût pour le questionnement sur le social. Et donc ça, progressivement, au long des 6 semestres, il va y avoir une montée en spécialisation dans les capacités de programmation, etc., de modélisation dans cette licence-là. Et donc toujours, bien sûr, aussi de la pratique d'enquête en lien avec ces enseignements. Dans la licence sociologie-histoire, c'est vraiment une licence qui est partagée. Alors, ce n'est pas une double licence comme la licence socio-éco de Cité scientifique, mais c'est vraiment, elle est partagée entre, d'une part, un questionnement sur, encore une fois, le social avec les outils de la sociologie, et la moitié des enseignements qui sont portés par des enseignants d'histoire, donc là du site Pont-de-Bois, et qui ne portent pas sur l'histoire contemporaine seulement, portent sur les différentes époques historiques, donc qui permettent aussi des réorientations vers ensuite, plutôt qu'une licence de socio pure, parcours par exemple politique sociale, ou une licence d'histoire en réorientation. Et puis ouvrir vers les masters d'histoire et vers les masters de sociaux. Mais on est vraiment à équivalence en enseignement. Et donc, dans les 2 parcours qui sont sur Cité scientifique, qui vont se subdiviser, donc plutôt ethnologie, plutôt politique sociale, c'est vraiment les choix d'options qui vont jouer. Bien sûr, vous allez avoir plus d'ethnologie, d'anthropologie, et ensuite spécialisée, anthropologie de la santé, anthropologie de la famille, dans le parcours sociologie-ethnologie, plus d'enseignements aussi proches de l'économie, de la sociologie économique, sociologie du travail, etc., dans le parcours sociologie et politique sociale. À chaque fois, malgré tout, on a vraiment des ouvertures sur aussi l'économie. Il y a des cours d'économie dans certains parcours à chaque semestre, d'histoire aussi, d'histoire sociale, d'histoire de l'État. Il y a des options de géographie, de psychologie sociale. Donc il y a après une ouverture avec un jeu d'options qui peut être assez important. Très bien, merci. Une question internationale. Pouvons-nous réaliser des stages à l'étranger ? Alors oui, je pense qu'il y a effectivement pour les stages à l'étranger en master, il y a tout à fait possibilité. Répondre à d'autres, un cadrage spécifique, mais là qui sera donné à l'étudiant qui veut le faire. Mais c'est tout à fait possible, oui. C'est possible, donc d'une part les stages à l'étranger, mais aussi les mobilités internationales qui sont possibles sur un semestre. Et la faculté dispose pour ça d'un service des relations internationales qui accompagne les étudiants qui souhaiteraient poursuivre leurs études ou réaliser un semestre d'études à l'étranger. Une question sur les évaluations. Comment se passent les évaluations dans la licence, contrôle continu, examen en fin d'année, comment ça se passe ? Alors, ça dépend, on va dire, des enseignements, mais notamment, si je reprends par exemple la licence 1, parce que ça dépend des différents semestres, en licence 1, on a à peu près la moitié des évaluations qui se font sur base du contrôle continu. C'est-à-dire qu'on a possibilité de se rattraper, on a plusieurs notations. Mais on a aussi une partie des enseignements. Par exemple, vous allez avoir un cours qui va s'intituler socialisation. Vous allez avoir une note qui va être issue du contrôle continu des travaux dirigés, et puis une note qui est issue d'un examen terminal de fin de semestre, et la note de cet enseignement va être la moyenne des 2. D'accord ? Donc on a encore des enseignements, des examens de fin de semestre. C'est vraiment un mixte. En tout cas, ces modalités d'évaluation, elles le doivent l'être, et elles le sont bien expliquées aux étudiants en début de semestre pour qu'ils sachent effectivement envisager concrètement comment ils vont être notés. Et puis les examens de fin de semestre permettent quand même d'avoir aussi une deuxième session d'examen pour les étudiants qui ont eu des soucis, qui n'ont pas réussi à obtenir leur moyenne au premier examen. Il y a possibilité de se rattraper dans une deuxième session. D'accord, merci. Un participant nous demande quel parcours choisir pour faire ensuite des ressources humaines. Alors, pour faire des ressources humaines, je pense que c'est bien de prendre le parcours sociologie politique sociale, où il y a beaucoup d'économie, de sociologie des organisations, sociologie du travail. Mais peut-être que sociologie quantitative pourrait être aussi intéressant.
je pense qu'il y aura peut-être moins de sociologie spécialisée dans ce parcours-là. Après, il faut voir, ça dépend des masters qui proposent des ressources humaines. Je pense que une bonne licence voilà, qui est obtenue, je vais dire, qui montre un travail vraiment régulier et où on est vraiment à l'aise, les notes montrent qu'on a été à l'aise pendant la licence, garantissent bien quand même une bonne poursuite en master. Merci. Et j'en profite donc pour indiquer qu'à la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires, 2 masters sont proposés dans le domaine des RH, le master OTDRH, donc qui est plutôt sur la partie sociologie, et le master MRH qui entre dans le cadre de l'offre de formation d'économie et management. Une question, pouvez-vous nous parler de la double licence sociologie et éco-gestion ? Alors, dans la double licence sociologie et gestion, c'est donc une licence qui est sélective pour une quarantaine, c'est une promotion de 40 étudiants environ. Et les étudiants vont suivre à la fois des cours avec les étudiants de la licence de sociologie et ceux de la licence éco-gestion. Alors, ils ne vont pas suivre tous les cours, on ne va pas avoir le double d'enseignement, mais ils ont quand même beaucoup plus d'heures de cours qu'une licence, que le licence éco-gestion simple ou la licence sociologie simple. Donc c'est vraiment une licence qui demande des capacités de travail importantes. Alors il faut travailler tout le temps dans tous les parcours, mais voilà, il faut prévenir que là, obligatoirement, si on a plus de cours, on a plus de choses à voir, on a plus d'évaluations, et que il faut le savoir quand on y postule et quand on y entre. Voilà, donc les enseignements, il y a certains enseignements comme ils sont proposés de même type en éco et puis en sociaux, ils ne sont pas proposés 2 fois. C'est ce qui permet effectivement de ne pas avoir exactement le double des 2 parcours. Et puis cette licence, voilà, après, elle permet quand même de faire beaucoup de ponts entre ce qu'on apprend en éco et ce qu'on apprend en sociaux. Donc elle est vraiment extrêmement riche pour ça. Les étudiants souvent qui peuvent faire cette licence continuent en partie, pour une partie, pas la totalité, mais faire le master de sciences économiques et sociales pour devenir effectivement enseignant en sciences économiques et sociales. D'accord. Merci. Je vous invite d'ailleurs à poser vos questions sur le chat. Vous avez des étudiants ambassadeurs qui sont disponibles pour vous répondre. Et en sociologie, notamment, une étudiante qui a réalisé son parcours de licence en double diplôme sociologie et économie-gestion, qui est tout à fait disponible à échanger avec vous sur l'organisation des cours, le fonctionnement, etc. Nous avons beaucoup de questions. Je pense que ce sera compliqué de répondre à toutes ces questions en direct, en tout cas. On y répondra par écrit. N'hésitez pas aussi à contacter les étudiants ambassadeurs donc sur les fils de chat et puis aussi à prendre rendez-vous avec les enseignants qui sont disponibles aujourd'hui. Une question un petit peu lecture. Il faut aimer lire, vous l'avez dit tout à l'heure. Combien de livres par semaine est-ce que ça représente? Les journaux, les livres, voilà, à quel niveau, à quelle fréquence doit-on lire? Alors c'est surtout que dans chaque cours, que ce soit un cours de sociologie, un cours d'ethnologie, un cours de psychologie sociale, les enseignants vont faire référence à des travaux, à des articles. Donc, c'est peut-être pas forcément en termes de livres, mais de beaucoup d'articles qui sont donnés à lire. Et alors, quand on est en présentiel, les étudiants ont une plaquette, un poli de cours dans chaque enseignement, avec en gros un article, mais un article scientifique. C'est pas un article effectivement de la presse quotidienne. Donc c'est quand même déjà un certain volume de lecture qu'ils doivent effectivement lire et analyser, qu'ils doivent réfléchir pour chaque semaine. Ensuite, c'est très important malgré tout de lire aussi de la presse quotidienne, que ce soit en papier ou sur les réseaux sociaux, mais de s'intéresser là encore une fois à travers des articles à des propositions de réflexion que vont proposer des journalistes ou des experts sur les questions contemporaines, actuelles. Et puis, dans certains cours, vous allez avoir les enseignants qui vont vous demander de lire un livre pour un cours.
Voilà. Alors c'est toujours un peu difficile quand on arrive en première année de lire directement un article de recherche en sociologie, c'est normal, mais en fait plus on en lit, plus on s'habitue à la fois à la façon d'écrire des auteurs, aux concepts qui sont utilisés, aux questions, aux types de questions, d'interrogations qui sont posées, et plus ça vient facile. Mais il y a vraiment une histoire quand même d'entraînement. C'est vrai que parfois, il faut prendre le temps, il faut accepter de ne pas vouloir tout comprendre tout de suite, mais il faut se plonger dedans parce qu'on fait de l'immersion en fait, dans la discipline à travers ces lectures-là aussi. Prendre le temps et persévérer. Voilà. Une question, alors on en a parlé déjà tout à l'heure, vous nous avez un petit peu présenté les débouchés et les métiers. Il y a des lycéens qui s'interrogent sur les métiers qui sont possibles à l'issue de la licence et surtout des masters. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques exemples de métiers ? Oui, alors les métiers, comme je vous disais, c'est vrai que ça rend souvent un peu perplexe les lycéens quand on les voit normalement au JPO en direct en leur disant vous pouvez, ça va être des termes type effectivement chargé de projet, chargé de mission, mais de quoi? Donc en fait l'idée c'est que c'est tout un ensemble de fonctions qui existent dans les administrations des entreprises ou du service public ou des collectivités territoriales ou des grandes associations où on a besoin de personnes pour faire le lien entre ce que font des acteurs du terrain et des décideurs politiques, des orientations qu'il faut prendre. Si je prends un exemple, vous pouvez être amené à travailler, par exemple, dans une mairie au service jeunesse et de voir si finalement toutes les différentes actions qui sont menées dans la ville auprès des jeunes portent leurs fruits. Est-ce que le public jeune est content, mais est-ce que finalement aussi d'autres publics qui les prennent en charge, qui peuvent être par exemple les centres sociaux ou les enseignants ou même les parents, est-ce que ça répond à leurs attentes, d'accord? Et donc s'il faut améliorer le service, qu'est-ce qu'on peut proposer comme amélioration. Mais vous pouvez aussi être amené à travailler dans un service statistique d'un ministère et d'exploiter des grandes enquêtes pour des questions que vont se poser là aussi, soit le ministère en lui-même ou ses antennes déconcentrées. Et donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus technique. Vous pouvez travailler pour une entreprise et aussi travailler sur, là aussi, l'analyse de bases de données. On a à la fois dans la licence socio-quanti et dans le master qui peut être une des suites de cette licence, qui est le master études numériques et statistiques publiques. Voilà, les étudiants sont outillés pour travailler sur tout ce qu'on appelle les big data, etc., pour montrer qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers l'analyse de ces données, quels enseignements, quelles orientations, encore une fois, de l'action on peut en tirer. Donc voilà, c'est vrai que c'est à chaque fois des personnes qui vont être chargées à la fois de mener un projet, de voir si une action porte ses fruits, de l'évaluer, d'aider les gens du terrain en les encadrant, mais aussi de faire remonter l'information au-dessus d'eux. Donc c'est toujours un peu des métiers qui sont comme ça, à la charnière, et qui sont finalement très très importants dans le monde de l'emploi qu'on connaît actuellement. Oui, de nombreuses possibilités donc et des besoins importants à différents niveaux. On a une autre question qui est la licence de sociologie permet-elle aussi une étude de la personne, des comportements sociaux et des différents profils psychologiques? Alors là, non, vous allez être plutôt effectivement dans une licence de psycho où alors vous avez une option première année qui s'appelle la psychologie sociale qui fait le lien quand même entre en quoi les phénomènes sociaux, la société qui nous entoure peut agir sur nous aussi individuellement, nos comportements, mais c'est pas le cœur effectivement des études. Donc ça, je pense que ça sera plutôt peut-être vers la psychologie que vous trouverez la réponse à ces questions-là. On est quand même si on regarde les individus, on les regarde quand même majoritairement en tant qu'ils vivent ensemble et qu'ils sont influencés les uns par les autres, par les règles, par les normes, par les valeurs qui régissent la société en général ou notre groupe d'amis, le groupe dans lequel on vit. D'accord. Peut-on suivre, alors c'est un petit peu parallèle cette question, mais enfin pas tout à fait, mais peut-on suivre la formation de sociologie tout en suivant une option, une UE de philosophie ou
peut-être Alors, d'une vous autre avez matière. des options philosophie déjà en première année en sociologie. Ça s'appelle philosophie de la nature actuellement, si je ne me trompe pas. Ensuite, est-ce que l'Université de Lille met en place ce qu'on appelle justement des cours transversaux qui peuvent être proposés dans d'autres formations? Donc, il se peut aussi que dans cette UE, on a la possibilité d'aller suivre un enseignement de philosophie qui existe, qui est proposé en première année de philosophie, avec quand même tout un ensemble de contraintes. Il faut que les emplois du temps le permettent, notamment. Voilà. D'accord. Je vous invite pour ça donc à contacter le SUAIO qui est disponible également aujourd'hui pour répondre à vos questions sur le chat et en visio dans la rubrique Parcoursup et accompagnement du menu général d'Imagina. Nous avons peut-être encore quelques minutes pour répondre à deux questions qui sont arrivées. Dans la licence sociologie, peut-il y avoir un accès vers le domaine de l'éducation, ou y a-t-il une option accès dans l'éducation? Alors, si vous faites une L1 de sociologie, vous pouvez en deuxième année partir notamment, par exemple, vers la licence qui s'appelle la licence Focus, qui est une licence pluridisciplinaire, donc qui est proposée sur le site Cité Scientifique, qui allie à la fois des enseignements de scientifiques, de sciences dures, maths, physique, chimie, SVT, mais aussi de la sociologie, de la géographie, de l'histoire, du français également, et qui prépare pour ensuite partir vers le master MEF, professeur des écoles. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, vous pouvez faire, jusqu'à maintenant, il y avait normalement la possibilité aussi, on est dans une période aussi de transformation quand même de la formation des enseignants, donc quelle est la durée de ces options dans le temps, dans les années qui viennent. Il y avait la possibilité de faire un stage en école avec une option qui s'appelait préparation au métier de l'enseignement. Donc ça, il faudrait se renseigner bien pour savoir si elle existera, par exemple, encore l'année prochaine, pour ne pas venir spécialement pour ça, si finalement elle n'est pas mise en place, parce que je ne pense pas qu'elle soit en première année, elle est plutôt normalement en deuxième année. Et puis après, vous pouvez de toute façon candidater à un master MEF, professeur des écoles, après votre L3 de sociologie. Vous n'êtes pas obligé de faire une licence spécialisée, parce que parfois, on aime peut-être cette orientation, mais on n'est pas sûr, il n'y a pas que celle-là. Donc effectivement, rester en sociologie, ça permet quand même de se donner la possibilité de changer d'avis. Et on travaille malgré tout, alors ce n'est pas des maths du primaire quand on fait des statistiques, hein, mais on garde quand même un lien avec les mathématiques et on garde quand même beaucoup un lien avec le français dans l'utilisation qu'on en fait. On ne travaille pas sur les règles de français en sociologie, mais on demande quand même aux étudiants de les appliquer dans leurs devoirs pour ne pas faire trop de fautes. Très bien, merci. Une dernière question sur le chat. Quelle spécialité pouvez-vous nous conseiller pour l'accès à la licence de sociologie et spécialité en terminale? Alors, en terminale, les spécialités qui sont le plus en lien direct avec la licence, c'est bien sûr la spécialité sciences économiques et sociales, puis la spécialité aussi géopolitique, histoire géopolitique et sciences politiques, voilà, qui ont des approches vraiment très très proches de ce que l'on va faire ensuite. Alors, d'une part, ça ne veut pas dire que quand on n'a pas fait ces spécialités, on ne peut pas venir en sociaux, parce que de toute façon, on reprend quand même les choses à la base et puis on va les redévelopper, on réexplique ce que c'est que la sociologie, etc. Parfois, du coup, c'est des choses que les étudiants qui viendront de ces spécialités-là auront déjà vues, mais nous, on va les voir quand même de façon plus approfondie. Donc, je dirais, ils ont un petit plus, ils sont en terrain connu. Voilà, c'est peut-être un peu plus facile en première année, mais voilà, c'est pas une simple répétition non plus de ce qui est vu en lycée, c'est quand même aussi beaucoup plus approfondi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de blocage à avoir par rapport à la spécialité. C'est surtout que si on a fait de la sociologie, on sait ce que c'est. Donc on risque moins de se tromper quand on y vient. Après, c'est beaucoup quand même la motivation, l'envie d'apprendre des choses et
certains étudiants viennent parce que ça les intéresse et pas forcément parce qu'ils ont un projet tout de suite professionnel derrière. Ils se laissent le temps aussi, la possibilité de le construire. Avec une licence sociologie, alors je veux dire une bonne licence sociologie, vous avez accès au master notamment qu'on propose, mais aussi au master sur toute la France. Et vous allez pouvoir vous spécialiser sur des masters plutôt sur la culture, plutôt sur l'emploi, plutôt sur la ville, qui peuvent être aussi eux-mêmes un peu pluridisciplinaires, qui peuvent demander à la fois de la socio, mais aussi du droit, de la géographie, etc. L'important, c'est surtout d'avoir vraiment utilisé sa licence à plein pour pouvoir avoir investi des spécialités et être sûr de soi dans ce qu'on veut faire ensuite en master. D'accord, merci. Alors le temps passe vite, nous allons bientôt clôturer cet échange pour laisser la place aux autres conférences de l'Université de Lille qui sont programmées. Les questions auxquelles nous n'aurions pas répondu sur le chat, n'hésitez pas à les poser aussi aux étudiants qui sont donc les étudiants ambassadeurs qui sont disponibles pour vous répondre, aussi les rendez-vous individuels avec les enseignants. Dans tous les cas, vous pouvez rester connectés, on apportera une réponse par écrit à toutes celles pour lesquelles on n'a pas eu le temps d'y répondre ici. Donc, vous aurez, ne vous inquiétez pas, réponse à votre question. Moi, j'aurais, si vous le permettez, une dernière question à vous poser, peut-être pour rassurer ou pour orienter les lycéens qui seraient encore un peu indécis dans leur choix d'orientation. Quels conseils vous pourriez leur donner pour ceux qui hésiteraient encore à choisir la licence de sociologie ou alors de manière plus générale pour le choix des études supérieures? C'est une question difficile. J'ai moi-même un lycéen terminal, j'ai du mal à l'orienter parce que je pense qu'il faut déjà savoir effectivement où est-ce qu'il en est. Il y a des lycéens qui ont un projet très sûr, voilà, qui savent que ça va les intéresser. Donc là, c'est vraiment facile. Et c'est vrai que les autres, les rassurer, c'est que je pense que c'est jamais perdu. C'est jamais perdu et qu'ils auront le droit aussi de se réorienter après le premier semestre, possiblement après la L1, donc après une L1 de sociologie. On ne va pas faire bien sûr une L2 de physique, mais on peut se réorienter. Même si parfois on doit faire un petit retour en arrière, c'est pas forcément perdu. Et je pense que pour le coup, la sociologie, elle peut être intéressante pour tout le monde de toute façon en général. Donc c'est vraiment loin d'être perdu. Et donc il faut se demander, est-ce que ça m'intéresse moi d'aller m'intéresser à la vie des gens, à la vie professionnelle des gens, à la vie des organisations, à la vie des grandes institutions, ou est-ce que finalement j'ai envie de choses peut-être où il y a moins de capacités d'argumentation, de réflexion à mettre en œuvre pour les utiliser. Mais c'est ce qui va faire tenir quelqu'un à la fac, c'est quand même beaucoup la motivation, l'intérêt, être curieux, venir régulièrement et ne pas baisser les bras tout de suite dès qu'il y a une difficulté, et venir dire quand il y a des difficultés aux enseignants qui les entourent. Voilà. Ce sont des très bons conseils, en effet. Merci beaucoup, Juliette Verdière, pour cet échange et pour ces réponses précises apportées aux lycéens. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sociologie au sein de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires. Vous pouvez, pour le reste de la journée, échanger, comme je vous le disais, avec les enseignants, mais aussi avec des étudiants sur les fils de chat ou via les rendez-vous individuels. Tout se passe sur l'application Imagina, sur laquelle vous retrouverez aussi l'ensemble des formations de l'Université de Lille. Merci encore et à bientôt. Merci.